Liberté, egalité, fraternité sunt trei cuvinte pe care le înțelegem, chiar dacă sunt spuse în limba franceză. Mesajul pe care îl transmite acest motto extrem de cunoscut al francezilor este pe scurt unitate, iar lumea are nevoie parcă mai mult ca niciodată de acest lucru. Președintele Emmanuel Macron este unul dintre cei mai activi lideri din politica internațională, chiar dacă ideile lui nu sunt întotdeauna pe placul tuturor. Trimisul lui la București, doamna ambasador Michel Ramy, ne ajută astăzi să înțelegem mai bine care este viziunea Franței asupra politicii Uniunii Europene și nu numai. Sunt Cristina Cileacu. Începe Pașaport Diplomatic. Madame l'ambassadrice Michel Ramy, soyez le bienvenu encore une fois à Passeport Diplomatique. Merci Christina de m'inviter à nouveau pour ce passeport diplomatique autour de la fête nationale de France le 14 juillet 2020. C'est un plaisir de parler à vos téléspectateurs. Purtarea măștii în spațiile închise devine obligatorie. Anunțul a fost făcut în această săptămână de președintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu pe care l-a acordat de Ziua Națională a Franței. Motivul este cât se poate de evident. Și acolo cresc numărul de infectări. Până recent, francezii trebuiau să poarte măști doar în mijloacele de transport, nu și în magazine, de pildă. On parle maintenant de la pandémie du coronavirus parce que les gens sont déjà fatigués et le même si on parle de masques, de la distance physique et de théories de conspiration, quelles sont les réactions de Français? Bon, tout d'abord peut-être partons des faits objectifs. Cette pandémie n'est pas un mythe, elle existe malheureusement et elle a frappé de plein fouet nos pays de manière brutale. Il faut quand même rappeler qu'il y a 11 millions de cas dans le monde, un demi-million de décès. Dans mon pays, nous avons été affectés au début parce que nous sommes un pays très ouvert au tourisme et qu'il y a énormément de brassage en France, énormément de passage d'hommes d'affaires, beaucoup de mouvements de personnes. La première vague a été assez terrible. Et nous totalisons 30 000 décès pour 170 000 cas. Heureusement, le gouvernement a décidé d'un confinement, donc a confiné la population pendant à peu près 2 mois, et le déconfinement se passe très bien. La reprise d'activité économique n'a pas entraîné une reprise de la circulation du virus, et donc on est toujours à des taux bas. Ensuite, la discipline, c'est une chose difficile. Les gens ont été enfermés pendant 2 mois, enfermés chez eux. En principe, ils respectent les prescriptions sanitaires. Voilà, parfois, il y a des exceptions, des jeunes qui se réunissent à l'extérieur, pensant que leur jeunesse les protège et que l'extérieur les protège. Voilà, il y a des discussions actuellement en France pour rendre peut-être le port du masque obligatoire dans les lieux clos. Nous savons que le virus continue de circuler, qu'il n'y a que ces mesures-là qui pourront nous en préserver puisqu'il n'y a ni traitement ni vaccin. Voilà, la théorie du complot, non, en France, on n'entend pas beaucoup. Et il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de politisation du sujet, comme on peut le voir dans certains pays. Il y a un consensus sur les mesures nécessaires. Et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les choses se passent bien et l'activité économique reprend et il y a déjà des signes de reprise économique. Donc voilà, c'est une gestion au jour le jour, c'est une crise que nous n'avions jamais connue, c'est un virus que nous ne connaissons pas. L'impact économique a été absolument colossal sur nos économies, mais c'est une crise que mon gouvernement mène avec beaucoup de précautions, en pilotant tous les indicateurs. Et là, l'économie reprend petit à petit, progressivement, donc ça se passe bien en France. Turismul francez avea de atins ținta de 100 de milioane de vizitatori anul acesta, dar pandemia a încurcat și acest plan. Chiar dacă numărul turiștilor străini este în scădere, cel al francezilor care fac turism intern a crescut cu 2% până acum. Si on parle de l'économie, le tourisme représente 10% du budget de l'Union européenne et j'avais une curiosité, comment voyagent-ils maintenant en France ou à l'étranger? Cette année, nous n'aurons probablement pas le même nombre de touristes étrangers puisque la France reçoit 90 millions de touristes étrangers chaque année. Nous savons que des frontières sont fermées avec des pays hors de l'Union européenne, donc nous savons bien que nous n'aurons pas ces touristes étrangers.
Mais nous savons aussi que les Français cette année vont être plus prudents et ne vont pas aller passer leurs vacances à l'étranger. Donc finalement, ce sont les Français qui vont investir les lieux de tourisme en France. Donc c'est une sorte de problème qui se conjugue pour faire une solution. Les Français vont rester en France et découvrir le patrimoine français, les départements français, et la clientèle étrangère bien sûr manquera. Le tourisme ne sera pas aussi, l'activité ne sera pas aussi prospère que les autres années. Les taux de remplissage sont de l'ordre de 70% au lieu de 100%. Mais c'est l'occasion finalement pour les Français de redécouvrir leur territoire, sachant que les voyages long courriers sont déconseillés, voire impossibles, qu'il y a des pays qui appliquent la quarantaine et que voilà, on ne cherche pas à se mettre en situation de ne plus pouvoir revenir si jamais il y avait des reprises d'épidémie. Donc je crois que c'est une chance aussi pour les restaurateurs, les hôteliers, les lieux de tourisme qui ont beaucoup souffert pendant la crise, de pouvoir avoir la clientèle française qui va compenser l'absence de clientèle étrangère. Atât Franța cât și Germania, țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, vor ca pachetul de relansare economică pentru statele membre să fie negociat rapid, astfel încât guvernele locale să poată beneficia de bani. Luna iulie este termenul limită pentru a ajunge la un acord pe care îl susțin președintele Macron și cancelarul Merkel. Le budget de l'Union européenne et le plan de relance économique sont deux questions importantes à l'ordre du jour européen. La France dit que le pays le plus touché de la coronavirus recevront plus d'argent européen. Mais la France était également touchée de ce coronavirus. Qu'est-ce qui se passe avec le pays de l'Est? Alors tout d'abord, il y a une proposition de la Commission européenne qui est en discussion, qui d'ailleurs est inspirée par une proposition franco-allemande. Cette proposition, elle porte sur un fonds de relance de 750 milliards d'euros, composé de 1 tiers de prêts et 2 tiers de dons. Et il y a aussi, ce fonds de relance est adossé au projet de budget de l'Union européenne. Alors, tout ça est très complexe. La Commission a proposé différents segments, si vous voulez, et la clé de répartition n'est pas encore décidée. Pour l'instant, la clé d'allocation tient compte, je parle du fonds de relance, la clé d'allocation elle tient compte du taux de chômage, elle tient compte du PIB, mais elle pourrait très bien tenir compte d'autres éléments. Tout ça, ce n'est pas encore décidé. De même que les montants ne sont pas encore décidés, de même que la répartition, donc si vous voulez, ce n'est pas un État membre qui va le décider. Dans la répartition actuelle, la Roumanie reçoit des fonds à un niveau important puisqu'elle serait bénéficiaire de plus de 13 milliards d'euros sur le fonds de relance. Après, c'est une discussion qui va avoir lieu entre les pays les plus désireux de solidarité, ceux qui sont plus précautionneux sur la solidarité, ceux qui préfèrent plus de dons, plus de prêts. C'est toute une négociation qui va s'ouvrir, qui a déjà commencé. Il n'y a pas de, il y a une première réunion du Conseil européen qui a montré qu'il y avait une dynamique favorable. Et les chefs d'État et de gouvernement se rencontreront à la fin de la semaine en réunion physique, donc ils vont pouvoir se parler, y compris en dehors des réunions officielles. Il y a une urgence à adopter ce plan, mais les paramètres, ça va être un équilibre. Chaque État fera valoir ses vues. Je ne sais pas qu'est-ce que sera la négociation finale. En tout cas, il faut que chacun trouve son compte, chacun puisse appuyer son plan de relance national sur le plan de relance européen et trouve les ressources pour repartir. Nous sommes tous interdépendants et il est de l'intérêt de tous que chaque État ait les moyens de faire redémarrer son économie. Pentru că pandemia îngreunează călătoriile, președintele Franței a avut un dialog online cu președintele Rusiei. Deși Uniunea Europeană își menține sancțiunile asupra Federației Ruse, Emmanuel Macron consideră că cele două entități au nevoie de mult dialog ca să-și rezolve problemele. El a și anunțat de altfel că va face o vizită la Moscova anul acesta să continue discuțiile începute cu Vladimir Putin despre securitatea Europei. Le président Macron est moins populaire en France, mais il est très présent dans la politique étrangère. Il parlait avec le président Poutine au moment où la Russie n'est pas en top des préférences européennes. Comment la France voit les relations de l'Union européenne avec la Russie? Alors, comme vous le savez, nous avons proposé de relancer un dialogue constructif et exigeant avec la Russie. Pourquoi ?
parce que l'absence de dialogue n'est pas productrice de plus de sécurité. La Russie est un grand pays, membre du Conseil de sécurité. La Russie est un grand pays qui est un acteur dans les crises régionales. Je pense à la Syrie, je pense à la Libye. La Russie doit être, dans son environnement immédiat, doit être acteur de la résolution de ces crises. Donc il nous semble que le fait que l'absence de dialogue avec la Russie n'a pas produit des conditions de sécurité plus importantes, au contraire. Nous pensons que l'absence de dialogue a augmenté le potentiel de crise. Et c'est pourquoi le président français a souhaité relancer un dialogue avec la Russie qui soit un dialogue exigeant, constructif, mais basé sur des résultats, parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'une discussion et d'un dialogue avec la Russie pour la résolution de ces crises, parce qu'on peut éviter des malentendus en se parlant, des malentendus qui peuvent conduire à des tensions graves, parce que le régime international des armements est est en panne. On voit qu'il y a des traités qui ne sont plus en vigueur, des traités qui sont dénoncés par certaines parties. Il manque, l'architecture de désarmement international a besoin d'être repensée, refondée, relancée. Donc voilà, c'est pas un dialogue, naïf, ce n'est pas un dialogue complaisant. C'est un dialogue dont nous attendons des avancées. Vous savez que l'Union européenne, d'ailleurs, a des principes pour le dialogue avec la Russie, notamment la mise en œuvre complète des accords de Minsk. Donc nous pensons que ce dialogue avec la Russie doit augmenter la sécurité de l'Europe et de tous les partenaires de la France, et non pas la menacer. Nous avons un représentant spécial du président qui allait avant la pandémie dans les différents États pour expliquer le bien fondé de cette politique, c'est M. Pierre Vimont. J'espère qu'il pourra venir ici en Roumanie. Il a failli venir, mais à cause de la pandémie, sa venue a été décalée, pour expliquer à la Roumanie le fondement de ce dialogue et les bienfaits qu'on peut en attendre, les bénéfices qu'on peut en attendre s'il est conduit avec rigueur, avec exigence et avec lucidité. Mais qui soutient dans ce moment cette initiative de votre président? Il y a plusieurs États de l'Union européenne qui savent que ce dialogue peut être porteur de bénéfices. Nous avons pu parler à différents États qui savent que l'isolement et l'absence de dialogue n'est pas une solution. Donc je n'ai pas la liste des pays, mais les rencontres de Pierre Vimont à l'étranger ont été très utiles pour rapprocher les points de vue. Et il faut aussi que le dialogue entre l'Union européenne et la Russie reprenne. C'est un tout en réalité. Il y a des dialogues bilatéraux, il y a des dialogues entre la Russie et l'Union européenne. Donc nous pensons qu'il faut que ce dialogue reprenne sur une base, une base constructive et fondée sur les résultats. Et tout progrès dans ces relations doit être fondé sur des résultats. Il est question de secteur de souveraineté, il est question d'espace, il est question de terrorisme, toutes des choses qui sont essentielles pour l'avenir de l'Union européenne et sa sécurité. NATO a fost de 2 ori până acum în ținta liderului Franței. Moartea cerebrală este expresia folosită pentru a descrie felul în care acționează Alianța Nord-Atlantică. Care sunt argumentele președintelui Macron pentru aceste declarații repetate? Brain damage, lésion cérébrale, était le terme utilisé par votre président, M. Macron, pour décrire l'OTAN et les décisions de Donald Trump. Qu'est-ce que la France veut de plus à l'égard de l'OTAN? Alors, lorsque mon président a fait ses déclarations dans The Economist, il partait d'un constat suivant lequel l'OTAN, c'est une architecture de sécurité collective, c'est une alliance militaire qui fonctionne très bien, mais qu'il manquait dans cette alliance une cohésion et une concertation politique suffisante. Ces déclarations ont fait suite aux décisions unilatérales d'un État, en l'espèce la Turquie, qui a donc lancé une initiative militaire contre les Kurdes du nord-est de la Syrie
l'année dernière, initiative qui a mis en péril tous les États qui étaient engagés dans la coalition. Et donc le président a voulu dire que l'OTAN est utile. Ce n'est pas une critique de l'OTAN, c'est que l'OTAN doit mieux fonctionner. Lors du sommet de Londres en décembre 2019, nous avons lancé l'idée d'une revue stratégique pour réfléchir sur la façon de travailler de l'OTAN, la façon dont elle pourrait être travailler avec plus de cohérence entre ses membres. Et donc cette revue stratégique est en cours, elle sera rendue dans quelques mois. L'épisode de ce qui s'est passé au large de la Libye confirme ce diagnostic. Vous savez qu'une frégate française a été visée par un bateau turc dans une opération de l'OTAN où nous sommes censés donc faire respecter l'embargo sur les armes au large de la Libye. Donc voilà, nous sommes des alliés. Et il faut que les objectifs d'une opération et puis que la solidarité entre alliés soit pleine et entière. Donc il nous semble plus que jamais nécessaire que l'OTAN réfléchisse à son mode de fonctionnement, à la façon de mieux porter son projet politique et de mieux porter ses missions. Un incident între doi aliați NATO, Franța și Turcia, în Marea Mediterană, la o acțiune comună, a dus la tensiuni între cele două state. Pe scurt, o navă turcă a șicanat o fregată franceză care verifica un vas sub pavilion tanzanian, despre care credea că face trafic de arme pentru luptătorii din Libia. Si on parle de la Turquie, la France s'est retirée de la mission l'OTAN dans le Méditerranée. Quelle peut être la solution de cette situation présente? Je crois qu'il faut clarifier la situation, il faut que notre allié turc clarifie sa position. Il y a un embargo sur les armes décidé par l'OTAN, décidé par l'ONU au large de la Libye. L'OTAN, l'opération Sea Guardian est là pour le faire respecter. Donc il y a une série d'éléments dont nous avons besoin pour revenir dans cette opération militaire, pour qu'elle trouve toute son utilité. Et pour l'instant, nous savons combien la Libye est un terrain de crise et dangereux pour la sécurité des Européens. Donc nous estimons qu'en Libye, il faut trouver une solution par le dialogue et que l'opération ne doit pas contrecarrer les objectifs de la communauté internationale. Mais la France et la Turquie parlent comme l'OTAN alliée. Mais oui, la France et la Turquie se parlent, oui. J'espère qu'il y aura des clarifications qui pourront être apportées pour que nous soyons pleinement rassurés sur le rôle de cette opération Sea Guardian. Ziua Națională a Franței, 14 iulie, s-a aniversat sobru anul acesta, și la București și la Paris. Dar cum poți face diplomație, adică o meserie în care contactul direct cu partenerii de dialog este esențial de la distanța impusă de pandemia de coronavirus? Si on retourne en Roumanie, les réunions officielles sont difficiles à faire. Et alors, quels sont les plans pour cette année de votre perspective de l'ambassadrice de la France en Vous Roumanie? voulez dire l'activité diplomatique? L'activité diplomatique, oui. Bon, alors effectivement, ce qui s'est passé pendant 3 mois où il n'y a plus de contact, de réunion, c'est un peu contraire aux usages, enfin à la façon dont nous travaillons, aux méthodes diplomatiques. Nous avons remplacé ça par des réunions virtuelles, par des webinars, par des conversations sur des réseaux sociaux, par des plateformes numériques. Bon, l'activité a repris avec des normes sanitaires. Nous savons qu'il y a des limites à respecter pour éviter la circulation du virus qui repart en Roumanie, et cela nous préoccupe. Donc nous avons des plans pour la rentrée. Pour l'instant, les activités elles sont vraiment très limitées par les restrictions sur les rassemblements de personnes. Et c'est comment le 14 juillet cette année? Le 14 juillet, alors, en France, c'est un 14 juillet très particulier, qui est un 14 juillet de taille réduite, et surtout dans son esprit, qui est un 14 juillet qui n'est pas tourné vers la joie, qui n'est pas festif. C'est un 14 juillet d'hommage au personnel civil et militaire qui ont combattu le Covid-19. Il n'y aura pas de défilé militaire, il n'y aura pas de public sur les Champs-Élysées, il y aura un feu d'artifice en public, il y aura une cérémonie sur la place de la Concorde avec un hommage aux soignants et un message de solidarité et de reconstruction, puisque la nation doit se reconstruire sur le plan économique, social, revaloriser ses personnels soignants,
renforcer sa souveraineté. Ici à Bucarest, ce seront des cérémonies symboliques extrêmement réduites où je ne pourrai pas inviter, comme les autres années, à la fois la communauté diplomatique et la communauté française malheureusement. Ce seront des formats réduits au strict minimum avec des règles de distanciation, mais je tenais à ce qu'elles aient lieu, ces célébrations, pour marquer la tradition, pour marquer la continuité. Cette année, c'est le 140e anniversaire des relations diplomatiques franco-roumaines et il était important de marquer la continuité en présence des autorités roumaines et montrer qu'on nous sommes attachés à cette relation et que la pandémie ne doit pas les arrêter, mais elle doit au contraire leur donner encore plus de trouver d'autres formes de travail ensemble, d'autres formes de coopération. Donc 14 juillet sobre, symbolique, solidaire, respectueux, avec évidemment un hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette pandémie, à ceux qui ont perdu des proches et à tous les personnels soignants qui ont aidé les patients à guérir, que ce soit en Roumanie, que ce soit en France. Les personnels soignants ont été extraordinaires, ont su se mobiliser, s'adapter et éviter que les systèmes de santé ne soient débordés, que ce soit en Roumanie ou en France. Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de Twitter. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la ora obișnuită 11:30 și în reluare sâmbătă de la 22:30. La revedere!